Right. Je pense qu'on peut commencer déjà. Euh, Ceux qui pourront joindre après vont nous trouver en train de parler déjà. Donc aujourd'hui, on va parler de StackNet.js. C'est après avoir parlé de Cairo, de StackNet, des comptes sur StackNet, des smart contracts sur StackNet, que aujourd'hui nous allons commencer à ajouter une interface graphique qui Mhm. va interagir avec StackNet. Et pour cela, nous allons apprendre un tout petit peu comment fonctionne StackNet.js, qui est l'extension JavaScript de StackNet. Ok. Alors, une petite introduction sur le HTML et le React.js. Nous le savons probablement tous, le HTML, c'est un des langages les plus utilisés au monde, puisque il est utilisé dans tous les navigateurs Internet. Donc, on a la possibilité de créer grâce au HTML des interfaces graphiques qui vont fonctionner dans les navigateurs et ainsi permettre à tous les internautes d'accéder au contenu. Et le HTML, en fait, c'est un langage assez simple et, euh, bon, je ne dirais pas complexe du point de vue coding. Il est parmi les langages les plus simples en termes de coding, mais bon, dans le background, si vous allez dans les codes sources des navigateurs, c'est quand même assez complexe. Et globalement, le HTML est statique, et donc pour permettre de dynamiser les pages, il faut ajouter du JavaScript, et souvent, pour améliorer l'interface graphique, on va utiliser le CSS. Alors, le HTML il ne va pas souvent seul, donc il va aller avec ces autres langages pour permettre d'améliorer les interfaces. Alors, qu'est-ce que React.js? React.js, je dirais, c'est une librairie JavaScript qui va permettre de pouvoir ajouter une programmation réactive à ces pages web. Généralement, pour modifier quelque chose sur une interface HTML, on peut utiliser ce qu'on appelle le DOM, Document Object Model, qui va enregistrer comme tous les éléments disons, tous les éléments qui s'affichent sur l'interface. Et puis, pour modifier un élément, il va falloir s'adresser à cet élément, donc utiliser comme un path vers cet élément. Et donc, il y aura une sorte d'arborescence de toute la page. Il y aura le document qui est l'entièreté du document. Il y aura par exemple les head, les body, ainsi de suite. Alors, s'il y a un élément dans le body qu'il faut modifier, il faudra passer tous les chemins pour arriver à cet élément. Ça, c'est avec le JavaScript qui va permettre de modifier le DOM et donc l'affichage de la page HTML. Alors, React va permettre d'ajouter ce qu'on appelle la programmation réactive. Donc, on va créer un state, une variable state par exemple, sur la page. Et puis, on peut modifier cette variable et cette variable comment dire, va propager les modifications à tous les endroits où cette variable est appelée. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé React ou bien une programmation réactive quelque part. Il y en a aussi à Flutter et dans beaucoup d'autres langages. Ah oui. Moi, de mon côté, en tout cas, j'ai joué avec ça assez d'ailleurs. Oui. Et regarde, ça fait déjà au moins 4 mois comme ça que je travaille avec Oh, ok. presque au moins 2 fois chaque semaine. Donc, Oh, c'est bien. ouais. Ok. Alors, parlons un tout petit peu de l'architecture de StackNet.js. Donc, on a le réseau StackNet qui est à ce niveau. Et on a les providers. Les providers, c'est un peu comme les gateways sur Internet qui vont nous permettre d'accéder au réseau StackNet. Alors, le provider va avoir une adresse, c'est comme une adresse IP. Vous savez que
La blockchain est décentralisée en fait. Et donc, normalement, il faudra chaque fois envoyer les requêtes, puisque généralement, j'ai une question lorsque les gens apprennent à développer sur la blockchain, mais comment est-ce qu'on va interagir avec la blockchain alors que c'est décentralisé? Probablement, on ne sait pas quel est le serveur ou quels est les nœuds de la blockchain sur lesquels on va envoyer des requêtes. Puisque c'est un serveur comme tout autre serveur, mais la différence c'est que je peux ramener un node, par exemple Bitcoin ou bien Ethereum. Quelqu'un d'autre dans une autre ville peut aussi ramener cela. Et la différence c'est que j'envoie les données vers moi ou vers une autre personne, il faut qu'il y ait un consensus à un moment pour valider les nouvelles données. Alors, généralement, on va utiliser un provider. Ça sera comme un serveur entre le réseau et l'interface qu'on est en train de développer. Et ce provider va avoir une adresse. Il y en a beaucoup. Par exemple, sur Ethereum, vous allez voir Infura. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Infura, c'est un provider sur Ethereum. Il y a, je ne sais pas si Avalanche aussi, il peut jouer aussi le rôle de provider ou Alchemy, mais il y en a beaucoup de providers. Alors, vous allez voir notre objet provider qui va contenir l'adresse ou le nom de domaine sur lequel on va envoyer les données vers le réseau Stacknet. Alors, la librairie Stacknet.js contient tous ces objets ici. C'est une librairie JavaScript, hein. Donc, il y a l'objet provider, il y a l'objet account, il y a l'objet contract, il y a util, il y a l'objet signer, et puis il y a maintenant votre site web ou bien votre application. Je vais revenir un peu plus à profondeur. J'ai écrit quelque chose. Voilà. Sorry, j'ai interverti l'ordre d'explication de ces objets, mais je pense que c'est le bon moment de pouvoir les expliquer. Alors, l'objet provider se connecte directement au réseau et va interagir avec account et contract. Et il y a les autres objets comme signer et util qui contiennent plusieurs fonctions qui vont permettre de l'interaction entre, je dirais, plus votre site et les outils de Stacknet.js. Donc, tous les utiles dont on a besoin. On a aussi l'objet contract qui est principalement utilisé pour lire l'état du contrat sur la blockchain. Mais aussi, donc, on va lire le state de la blockchain, mais aussi on peut écrire sur la blockchain ou envoyer des données sur la blockchain. Finalement, il y a l'objet account qui est utilisé pour le wallet et le paiement des frais pour écrire sur les réseaux. Donc, ce qu'on pouvait faire avec StackScan, je crois, on pourra maintenant le faire avec Stacknet.js à travers tous ces objets ici qui sont disponibles dans cette librairie. Alors, je vais revenir, je crois, ici. Alors, lorsque j'ai parlé de provider, ils vont permettre de connecter au réseau Stacknet. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau principal ou le mainnet. Il y a le testnet 1 et le testnet 2. Mais aussi, on peut avoir un Stacknet DevNet. Alors, le DevNet, je vais vous donner ça comme peut-être exercice. Peut-être il y en a aussi qui l'ont déjà installé sur leur ordinateur local. Donc, vous pouvez aussi avoir un DevNet, par exemple, lorsque vous codez, vous testez directement sur votre machine sans avoir accès au réseau Stacknet, que ce soit mainnet ou testnet. Donc, vous pouvez avoir votre DevNet localement. Donc, vous allez runner une instance sur votre machine et donc, ça peut vous permettre de coder même en étant offline. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà installé DevNet. Je sais pas, l'autre fois dans le Basecamp, ils ont plutôt parlé de Katana. Je sais pas si vous connaissez Katana. Non, je n'ai pas encore essayé ça. Oui. Ok. C'est un DevNet? Ouais, on nous avait balancé ça juste dans le Basecamp en fait. Ils disaient qu'on peut toutefois l'utiliser quand on veut tester nos contrats en local. Ok.
Ouais. Je vais aussi vérifier ça. Merci. Ouais. Ok. Voilà. Alors, comment on crée une application React? Je sais pas, j'ai commis une faute ici. npx create React app et puis vous créez le nom de l'application. Je crois qu'on peut faire ça rapidement. Donc npx, je ne sais pas si vous voyez les écrits. Nous voyons en tout cas. Create React app et puis on met le nom du projet. Alors, mon idée pour aujourd'hui, je vais créer une petite application qui permet de gérer les terres ou les parcelles. Ok? Ok. Et pourquoi les parcelles? C'est puisque c'est quelque chose qui cause beaucoup de conflits ici chez nous, dans notre pays. Alors, lorsque on se fie à l'autorité du cadastre et tout ça, des fois on peut avoir des problèmes puisqu'ils ne sont pas assez fiables. Et donc, à mon avis, si on peut mettre la gestion des affaires foncières sur la blockchain, ça permet de ne pas être lié à une autorité centrale qui gère notre patrimoine. Et donc, on peut gérer la terre à travers la blockchain. OK? Ça aussi, ça va répondre un tout petit peu à la question, je ne sais pas c'était qui avait posé la question what next après que nous sachions faire les RC20, les RC721. J'avais dit on peut créer d'autres types d'applications qui ne sont pas forcément standards et juste avec le langage de programmation Cairo ou bien Solidity et on peut les déployer ça sur la blockchain. Donc ici on va créer un petit smart contract qui permet de gérer les terres. Ça sera très basique, on ne va pas ajouter toutes les fonctionnalités. Mais je vais juste ajouter peut-être quelques commentaires sur les fonctionnalités qu'on peut ajouter dans le futur. C'est tout petit peu lent, mais bientôt ça va finir et comme ça on va poursuivre. Je ne sais pas si entre-temps il y a une question. Pas vraiment. Pas vraiment. Ok, alors peut-être pendant que l'installation continue, ce que je peux faire, bon, pendant que l'installation continue, je pense, c'est que je peux expliquer un tout petit peu ce que je pense que l'application va permettre de faire. Donc, on va créer une petite application simple qui permet d'enregistrer les terrains. Et pour enregistrer un terrain, il faut juste entrer les coordonnées géographiques de ce terrain. On ne va pas aller en profondeur, mais si on avait du temps, on pouvait aller en profondeur. Par exemple, on peut lier le dossier de la parcelle, par exemple, le dossier existant. Et comme ça, l'upload, donc on va uploader par exemple le fichier sur IPFS. Et puis, on va juste garder le lien vers ce fichier-là sur StackNet. Et on va enregistrer les coordonnées géographiques. Et probablement, lorsque je vendrai ma parcelle dans le futur, je vais juste transférer la parcelle à quelqu'un d'autre. Bon, il y a d'autres questions qui peuvent se poser, dire par exemple si la parcelle était acquise frauduleusement, comment gérer tout ça. Bon, ça c'est une autre question. Mais basiquement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste, supposant que la parcelle qu'on a été acquise correctement. Peut-être plus tard, on peut envisager tous ces autres scénarios et voilà, arriver à une autre solution. Mais il y a une start-up euh, que j'avais vue au Kenya qui travaille sur un projet comme ça. Ça s'appelait Maishamba, si je ne me trompe pas. Maishamba, donc ils essayaient de numériser. Ils avaient quelques experts en matière, en matière foncière, en matière foncière.
dans leur projet qui aidait à pouvoir réglementer tout ça. Alors, what do I have here? Donc, on va amener tout ça ici. Voilà, ça c'est notre petite application. Alors, on va installer ces deux librairies, npm install stacknet et npm install get stacknet. Alors, normalement, on peut seulement utiliser stacknet, mais des fois c'est un peu complexe, hein? Peut-être il faudra que je réexplore toutes les possibilités qu'on a avec stacknet, mais on peut quasiment tout faire, toutes les transactions avec stacknet. Juste que généralement l'interaction avec le wallet ArgentX ou Bravos peut sembler un tout petit peu complexe avec stacknet. C'est pourquoi je préfère utiliser getStacknet pour une interaction facile avec les wallets. Alors on a tous les éléments enregistrés. Je ne sais pas s'il faut qu'on améliore le design, mais bon, voyons ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut qu'on installe Tailwind ou bien on peut rester comme ça? Est-ce qu'on a assez du temps? On peut être sur le basique, c'est le plus important en tout cas que ça marche. Ouais, je crois qu'on va faire juste le basique. Alors, je recommande. Bon, je me posais encore des questions s'il faut mettre le smart contract directement ici ou comment. Mais après quelques tests, je pense que vous pouvez créer un dossier, par exemple les contracts. Si vous avez plusieurs smart contracts, donc on va créer ici notre smart contract qui est land, bon, on peut l'appeler land.cairo. Ok? Donc je vais créer ici un smart contract simple. Stacknet contract comme mode land. Et puis on met le storage. Extract storage. Voilà, on aura des éléments qu'on va enregistrer ici. Alors, si je reviens, ça c'est déjà fait. Bon, ok, on a quelques minutes quand même. J'essaie d'installer Tailwind. Alors, j'ai ouvert Tailwind sur un autre écran. Je vais juste copier les deux commandes ici pour installer. npm install Tailwind CSS. Et puis npm init qui va créer ce fichier init. Et voilà, le fichier config est là. Il suffit qu'on y mette la configuration pour que ça puisse exécuter les fichiers JavaScript et autres. Alors, ça c'est Tailwind, c'est pas Cairo. On va ajouter ici un fichier input.css. Pablo, tu as déjà fait le Tailwind? Ouais. Ok, alors ici, on va ramener npx tailwind css input. On met le fichier input, le fichier output dans public. On peut l'appeler output.css. On met watch. Voilà le fichier créé. Ensuite, je vais le lier ici. Link real égale style sheet. Ensuite, href. Je prendre ça. Slash output.css. Alors, on peut effacer tous ces commentaires. On peut chercher tout ce qu'on veut. Land, system. Bon. Voilà, on va juste faire simple. Alors,
ici, nous pouvons éliminer tout ce qui est là. Et même ça. Et tester, testing. Voilà. Et Tailwind, je crois qu'il fonctionne correctement. Ouais, je crois que ça marche. Ok. Alors, qu'est-ce qui manque? Je crois que c'est presque tout. On ne va pas mettre les icônes et tout. Je crois que tout va bien. Alors, c'est que on aura comme... Donc, ce qu'on va enregistrer... En fait, considérer la blockchain un peu comme la base des données. Donc, ce qu'on va enregistrer, c'est une parcelle. Si on veut, on peut faire correspondre une parcelle à une adresse ou à quelqu'un. Et donc, ici, on aura par exemple lens, donc les différentes terres, qui sera de type... on peut utiliser le legacy map. Ici, on met les contract address. Et on va y faire correspondre, par exemple, les coordonnées d'une parcelle. Bon, les coordonnées peuvent être complexes. Hein. Normalement, on devrait avoir ça comme le point A de la parcelle, par exemple. Ceci comme l'autre coordonnée. Et puis, voilà, une autre borne et une dernière borne. J'espère que ça c'est correct. Voilà. C'est ça qui pourrait être la parcelle, n'est-ce pas? À une personne, à une adresse, on nous fait correspondre ces coordonnées. Alors, je vais faire simple pour nous permettre de ne pas trop compliquer la démarche. Donc, je vais faire correspondre juste à une adresse, juste un nombre, pour faire simple. Et on aura deux fonctions, par exemple, register et get. Mais si on veut, on peut ajouter transfer comme on le souhaite. Alors, on va ajouter ici le trait, len interface. Et ici, on met la variable générique, le type générique. Ici, on va créer, par exemple, le read myland. Et ici, on va passer un paramètre, le self, de type t. Et on peut y entrer le propriétaire de la parcelle, contract address par exemple, ce qui va nous retourner EU32. Donc comme on a mis la parcelle comme étant juste un EU32 simple. Et autre chose, je crois qu'il faudra use, puisque donc on va faire stacknet contract address pour que ça soit disponible. Et l'autre fonction, ça sera register ou bien enregistrer sa parcelle. Register my land. Alors ici, on va entrer le state. Et puis, on va entrer les coordonnées. Alors, coordinate, on a juste mis que c'est U32. Et ceci peut retourner booléen. Alors ici, on va faire l'implémentation. Donc, on va ajouter l'implémentation. Donc, on va commencer par cette directive external, tout ça, et puis on fait l'implémentation de land of super land I. Puis on met le contract state et on implémente les deux fonctions read my land self contract state, ensuite owner contract address et on retourne U32.
Alors, ce sera self.length.read pass owner pour avoir les résultats. Je pense ici aussi, il faudra use ça. Et la dernière fonction, c'est register my land. Ref self contract state coordinate 32 boolean. Voilà. Et on fait self length.right. Premier paramètre, c'est non, ça sera mon adresse. Donc, my address. Ça sera getCaller address. Je ne me trompe pas. J'espère que mon clavier ne dérange pas. Je peux prendre le clavier externe. Voilà, getCaller address. Ensuite, ici, on va passer le premier paramètre comme étant mon adresse et le deuxième paramètre, les coordonnées de ma parcelle. OK? Et puis, on peut return true ici. Je ne sais pas s'il y a une question sur ces deux fonctions. Pour moi, en tout cas, pas de question. Jusqu'à là maintenant. Ok, imaginez qu'on voulait implémenter les transferts d'une parcelle à une autre personne. Comment tu penses que la logique serait? Donc, on doit ajouter sur le thread une fonction transfert Ouais. qui va prendre le wallet du propriétaire. L'adresse propriétaire? Oui, l'adresse du propriétaire, mais aussi l'adresse de celui qu'on va transférer. Et puis, c'est quoi? Oui, je pense que c'est ça en fait. Vu qu'il déjà l'ID du propriétaire, on a référencié la parcelle avec le nom de la personne ou le contrat de la personne. Ok. Alors ici, ça serait... Bon, voyons, on peut implémenter ça rapidement. Oui. FN, transfer, F self, contract state. Alors, on va entrer quoi et quoi? Donc, on prend l'adresse du... J'ai entré ces deux. Oui. Ok. Et puis Non, ici... la parcelle aussi, on dirait normalement. Et quoi? La parcelle? Oui. Comme... c'est quoi? U32? Comme ça? Oui, 32, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On doit enregistrer dans un array, je sais pas, c'est un map qu'on doit enregistrer. En fait, comme l'autre, on avait fait pour le RC20, quand on voulait faire le transfert. En fait, on va l'enregistrer, on va le sauvegarder dans un array. Tu as une idée comment? On doit avoir déclaré, en fait, si je ne me trompe pas, l'array, on doit déclarer. Pablo, tu as une autre idée? Pablo, tu as une idée? Ou tu ne sauras pas parler? Bon, ok. Je vais corriger. En fait, je comprends, Maurice, mais j'ai l'impression que tu n'as pas encore... ok, d'accord, merci, Pablo. Tu n'as pas encore bien compris la logique de smart contract. C'est tout à fait normal. Je comprends parfaitement. Et ça va venir progressivement. Ce qu'il faudra savoir, c'est que l'array, c'est celui-ci. Le map.
c'est length. OK? Il n'y a plus besoin de déclarer un autre length. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est seulement self.length, par exemple, .write. OK? Ce qu'on va write, c'est juste que le nouveau propriétaire, donc tout prend length. Normalement, ça serait tout. Mais alors, ce qu'il faut, c'est vérifier que la parcelle appartient à owner, disons à l'actuel propriétaire, avant de la transférer à une autre personne. Alors, ce qu'on peut faire comme petit check, c'est self.length.read. On va read l'adresse de owner. Donc ça sera, par exemple, land, donc la parcelle. Bon, je peux m'appeler ça parcelle en français. Alors, on va faire un assert, ok, parcelle différent, ou si c'est égal, par exemple, à land, ok, on va afficher, par exemple, land not owner. Si c'est différent, puisque le message ici s'affiche si cette condition ne marche pas. Ok, si ça marche, alors on continue avec la logique. Mais aussi, dans cette fonction, on n'a pas besoin d'entrer owner, puisque c'est moi qui transfère. Donc, on peut avoir mon adresse par getCallerAddress. Ok? Donc, je n'ai plus besoin d'entrer cette adresse. Donc, je peux juste entrer le tout. Et comme dans notre logique ici, une personne n'a qu'une adresse, comme c'est juste un nombre. Donc, on n'a même pas besoin d'entrer le land. OK? Donc, et même cette condition n'aura plus de sens. Donc, on va juste transférer ce que j'ai à tout. Donc, ce qui va se passer, c'est, voilà, c'est juste ça, normal. Bon, c'est là où on va faire cette logique qui est assez pauvre. Ah non, il faudrait juste que je lise la length. Donc, je vais prendre parcelle. S'il y a la parcelle 0, bon, je vais transférer à l'autre 0. Mais ça présente plusieurs failles. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Il y a beaucoup de problèmes avec ces petits smart contracts, mais voilà la logique. Et puis ici, il faut que je dise true, tout simplement. What's wrong here? Ah, ok, ici. Donc, il faut enlever tout ça. On va juste mettre tout. Et je crois que ce sera suffisant. Bon, c'est assez basique. Il y a beaucoup de problèmes, tout ça. La logique, la déclaration et tout, on peut toujours corriger, mais voilà un peu la logique. Alors, on va compiler, on va build le smart contract, se trouve dans src, puis contract. Donc, stack net compile. Ça s'appelle comment? Land.cairo, puis land.json, single file. Voilà. Donc, ici, on va obtenir le fichier .json. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore exploité depuis qu'on a commencé à étudier. C'est le ABI. Voilà, ABI. Le ABI, si vous ouvrez ce fichier JSON, en fait, il y a le programme Sierra qui va contenir la logique du programme. Et ici, vous avez l'ABI, le fichier ABI. En fait, cette partie qui est à JSON, l'ABI, c'est un peu la structure de notre smart contract. Si vous voyez ce code ici, il est comment dirais-je, c'est des hexadécimaux et tout. En Solidity, ça sera le bytecode. Le bytecode qui est difficile à être exécuté ou bien à être lu sur, par exemple, JavaScript ou beaucoup d'autres langages.
Donc, nous allons utiliser le fichier ABI ou le contenu ABI pour savoir les fonctions qui se trouvent sur notre smart contract. Laissez-moi déployer rapidement ce smart contract, comme ça on va l'utiliser. Donc, on va utiliser StackNet declare pour déclarer. Contract len.cairo et account L. Non, qu'est-ce que je devrais faire? Je devais déclarer le point JSON, je crois. Alors, j'ai le hash, StackNet, deploy, class hash, et puis account L. Donc, on va déployer rapidement le smart contract. Alors, lorsque le smart contract sera déployé, on aura deux parties pour faire là où il y a les interactions avec le smart contract. Je vais ouvrir testnet.stackscan. Ensuite, nous pouvons chercher, on peut même mettre ça à la fin, /contract/adresse. Mais je pense que les déploiements continuent, donc il va afficher notre deploy. On va refresh dans quelques minutes pour voir les smart contracts. Néanmoins, le fichier ABI va nous donner la logique en fait de notre smart contract, vu qu'on ne peut pas voir cette logique ici dans le côté Sierra. Donc, on a ici les différents paramètres ou les différentes fonctions qu'a notre smart contract, notamment readMyLand. Si vous rentrez ici, vous allez voir ça ici, readMyLand, qui entre owner. Je crois que je vous avais parlé l'autre fois de self, qui ne sera pas utilisé extérieurement. Donc, il n'a qu'un seul paramètre qui est owner. On a registerMyLand a un paramètre qui s'appelle coordinate et transferMyLand qui a un paramètre qui s'appelle to. Et vous pouvez voir ça dans le ABI. Donc, il y a readMyLand, les inputs, il y a un seul input, c'est un seul objet, owner de type contract address, ok? Et output, si on revient ici, c'est U32. Donc, output, c'est un seul output, U32. Et ici, on demande si cette fonction peut changer l'état de la blockchain. Non, ça ne peut pas changer, c'est juste view. L'autre, il y a un enum, boolean, true or false. Il y a registerMyLand qui est où? Qui est là. Les inputs sont coordinate, U32, output. Voilà. Bon, c'est un peu tout. Alors, on va revenir à notre programme, mais ça, je ne comprends pas d'où ça vient. C'est Inam ici. Mais bon, anyhow, ça ne va pas beaucoup trop changer ce qu'on veut checker. Voilà, donc ce que je disais pour l'API, c'est similaire à ce qu'on voit ici. Lorsqu'on va dans read-write contract sur StackScan, donc on a une fonction read et une fonction write. Non, on a deux fonctions write. Et si vous voyez sur les fonctions write, nous avons external, et ici external, tandis que l'autre qui est read, c'est view. View, c'est ce qui permet de voir juste de lire l'état de la blockchain. Le external permet de changer l'état de la blockchain et c'est le write ici.
Alors, si on revient à notre application, donc on peut mettre ici un input et champ qui va permettre Land Manager, c'est ça la plateforme par exemple. Ici on va mettre input type égale texte par exemple. Et puis on peut mettre un bouton. Enregistrer. Alors tout ça on va mettre sur un formulaire HTML. On va améliorer un peu le design. Comme ça on ne dit pas que la blockchain c'est compliqué. Alors, PY2, PX2, if text X, non, L. Plus gros texte XL. Entrez les coordonnées de votre parcelle, par exemple. Voilà. On est en train d'améliorer les designs progressivement. BG Slate 800 over BG Slate 600 PX 4 PY2 text white rounded MD et MY2 texte XL aussi. Bon, je pense que on peut s'arrêter là pour notre design. Voilà, donc on va entrer une donnée et puis on va l'enregistrer. Mais aussi à part ça, on peut afficher un petit message sympa. Il dit salut, par exemple tel. Vous êtes bien connecté. On a encore 10 minutes. J'espère qu'on va quand même finir. Alors, normalement, ici, on doit afficher l'adresse du compte de l'utilisateur, de celui qui consulte notre page. Alors, je vais créer ici quelques variables du state. Donc, je vais mettre par exemple user address. Ça, c'est vraiment du code React.
si vous avez du mal ici, c'est pas un problème. Le problème, c'est que vous ne puissiez pas avoir du mal avec, comment dire, avec plutôt Cairo, bien autre chose, mais ça, c'est du React. Alors ici, lorsque on n'est pas connecté, on peut avoir l'adresse qui est vide. Je vais utiliser le même design pour le bouton. Connectez-vous ici. Alors, nous allons ajouter une petite fonction ici pour se connecter. Const connecter. Ça va permettre juste de connecter sur Wallet à notre DApp, à notre petite application. Alors, c'est ici que nous allons commencer à utiliser nos librairies StackNet et GetStackNet. Et la fonction connect qui est là va permettre de le faire très simplement. Si on clique déjà, vous voyez, on demande d'utiliser soit ArjaX ou bien Bravos. Donc ça vient de cette librairie GetStackNet. Il y a quelque chose que je dois ajouter. J'essaie de voir la documentation, ce qui va nous permettre de lire mon adresse. Ah, ok. Donc, on peut appeler les résultats qu'on obtient d'ici, par exemple, my account. Alors, ceci va nous permettre de savoir l'adresse de quelqu'un. Alors, on va await stacknet, non, my account. On va enable la version 4 de cette librairie. Ensuite, je pense qu'ici déjà on peut avoir my address qui sera myaccount.account.address. Ça c'est l'adresse de l'utilisateur et déjà nous pouvons l'afficher. Donc on va utiliser juste ça, cette adresse, my address. Et ici nous pouvons afficher l'adresse de la personne, user address. Oups. Sorry. Voilà. Donc, si je me connecte, vous voyez ce qui se passe? Et il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est mon adresse ArgentX. Ok? Ça finit par 0,29. C'est simple, non? Il n'y a rien de compliqué. Connecté. Voilà. Alors, nous allons essayer de lire les données qui sont sur la blockchain. Get my land.
Donc, je vais créer juste une fonction getMyLand ici. Et c'est ici maintenant que nous allons utiliser provider, l'objet là dont je vous ai parlé avant. Donc, nous allons créer, on peut même créer ça ici. Normalement, en fait, dans cet objet MyAccount, on peut obtenir le provider, mais je préfère que nous puissions le créer ici pour voir comment il est créé. New provider qui est dans StackNet. Et ici, on va spécifier le sequencer. Et c'est à ce niveau qu'on va spécifier les réseaux sur lesquels on travaille. Network name.sn Goerli. Donc, si vous voyez ici, on a trois possibilités. On a Goerli 2, il y a le mainnet. Donc, si vous choisissez ce réseau, c'est un peu comme si vous choisissiez le mainnet à ce niveau. Donc, il y a le testnet, il y a le mainnet, et ça, c'est le devnet, localhost. Mais comme je ne l'ai pas, c'est pourquoi c'est en rouge ici. Et donc, ici, moi, je vais choisir le testnet, donc Goerli. Ça, c'est le provider. Et alors, je vais inclure aussi le fichier, ces fichiers ici, JSON. Je pense que vous tous vous souvenez, lorsqu'on fait StackNet compile, on entre le fichier Cairo et on obtient le fichier JSON. Donc, on va inclure aussi ce fichier JSON sur notre interface. Donc, je vais juste faire import land, par exemple, contract from contract, c'est ça le dossier. Donc, je suis contract/land.json. Et là, j'ai ce fichier. Mais ici, j'aurais besoin comment dire, de la zone ou de la propriété ABI. Je n'aurai pas besoin de tout ce qui est Sierra et tout ça. J'aurai juste besoin de cette partie-ci ABI. Donc, je vais, par exemple, ici, dire ou contract ABI ou ABI égale à landcontract.abi. Ok, là j'ai la partie API. C'est là où il y a la définition de toutes mes fonctions. Et à ce niveau, je vais maintenant appeler mon smart contract. Donc je peux dire contract égale à new contract. Le contract vient de la librairie StackNet. Et le premier paramètre, c'est le API. Donc contract API. Le deuxième paramètre, c'est l'adresse du smart contract. Alors, lorsque j'ai déployé le smart contract, il est là. Donc, encore une fois, vous voyez l'importance de l'importance de mettre les réseaux sur lesquels on travaille, puisque si vous mettez le mainnet, par exemple, il ne va pas trouver le smart contract. Et le troisième paramètre, c'est le provider. Donc, c'est là le provider qui se trouve ces paramètres ici du réseau, les réseaux sur lesquels on est. Voilà. Ensuite, je pense qu'ici, je peux déjà appeler les fonctions qui sont déclarées. Donc, je vais dire par exemple contract. Voyons une de fonction. Read my land. Read my land. Mais ici, il faudra entrer l'adresse de la parcelle que vous voulez lire, par exemple. Alors, nous pouvons, et juste pour permettre d'afficher ça sur notre page, par exemple, on peut appeler ça network response, par exemple. Cette network response, bien, je sais pas. Ou on peut appeler ça coordonnées de la parcelle. Cette coordonnée. Et ici, par exemple, au début, ça sera vide.
Et après les avoir lus, bon, laissez-moi ajouter les coordonnées. On va utiliser un await. Donc, je peux afficher ces coordonnées même en dessous des boutons. Voilà, j'ai juste ajouté ici un bouton. Bon, je peux afficher le message ici. Il nous reste... Oh, on a dépassé les temps, ok. Sorry. Je vais ajouter un bouton rapidement pour lire. Pour lire les coordonnées. Bon, j'ai pas enregistré l'adresse en local pour ne pas à chaque fois perdre la valeur lorsque je recharge la page. Comprenez ça? Je vais réduire un peu la taille de ça. Alors, on clique ici, on veut lire sur la blockchain. Je crois que j'ai déjà créé une fonction. Get my land. Et là, je dois entrer l'adresse. Bon, on va entrer ça de façon statique, mais il y a la possibilité de faire en sorte que ça soit dynamique. Alors, on va lire coordonnées. S'il y a un problème. Ouais, je crois que ça a marché. Alors, voyons. Result. J'ai l'impression que ça marche, juste que la conversion finale, celle que je ne fais pas très bien, mais on a ce résultat ici 0, 0, puisque je n'ai rien enregistré. Alors, on va d'abord tester. Je vais enregistrer une parcelle. Donc, je vais l'appeler par exemple 5000. Puis write. Là, je dois signer la transaction. Je vais aussi vous montrer comment on le fait maintenant avec notre interface, puisque ici c'est sur, je suis sur Stacknet Scan. Là, j'ai déjà enregistré. Actuellement, les réseaux Stacknet est assez rapide, donc je devrais être en mesure de les lire rapidement. Read. Voilà, c'est 5000 qui est la réponse. Maintenant, on va encore relire ici. Voilà, c'est 5000. Je pense j'ai juste un petit souci de conversion. Je me rappelle d'une fonction, mais je devais encore la rechecker pour fixer ça. Mais quand même, vous pouvez voir le résultat. Ou bien je peux faire toString. Je crois que ça devrait marcher. Voilà.
OK? Vous voyez qu'on peut lire sur la blockchain. Maintenant, on va écrire sur la blockchain. Donc, on va écrire une nouvelle valeur et puis on va la lire ici. Alors, pour écrire une valeur, c'est aussi simple. Donc, const register myland. Et ici, on va entrer quasiment tout ce qui est ici. Alors, on va enregistrer la parcelle. C'était quoi la fonction qu'on a créée à Cairo? Voilà. Register my land. Je crois qu'on entre en paramètre juste le nombre, un nombre. Je vais faire d'abord manuellement. Ensuite, on va dynamiser ça. Alors, ici, je vais appeler cette fonction sur le form. Donc, on submit ici là, et puis type, on va mettre comme submit. Alors, je mets un alert à la fin. Good. Ok, j'ai pas mis le compte. Je pense qu'il faudra que je connecte. J'aurais fait tout ça, mais en principe, je crois il y a une possibilité de créer une fonction qui va chaque fois être appelée avant les autres fonctions. Je ne sais pas, je me trompe à quel niveau, mais il faut que je mette le compte. Okay. En principe, j'ai déjà le connect user address. Je crois que c'est ça qui faisait problème. Non, je pense que j'ai un souci ici. Mais l'appel pour l'enregistrement sur la blockchain n'est pas aussi difficile que ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce souci. C'est dans la fonction execute. Je ne sais pas si c'est pas un problème dans la librairie, mais à principe, ça devrait marcher comme ça. Donc, je vais vérifier ça après. Et je peux finaliser par écrire forme coordonnée. Forme coordonnée. Alors, ensuite, ici,
Alors, je crois qu'il y a une petite erreur, probablement dans la librairie, je vais devoir vérifier. Mais brièvement, c'est comme ça qu'on peut interagir avec la blockchain, mais on peut améliorer et la structure d'enregistrement ou la base des données, comme je peux l'appeler, mais aussi on peut améliorer l'interface ou ajouter d'autres fonctionnalités et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on puisse clôturer la session d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? Oui, là où il y a toString, ici. Euh, oui, en fait, normalement, les types, quand ils viennent de Cairo, ils ne sont pas exactement les types qu'on va utiliser sur JavaScript. Et des fois, il peut se poser certains soucis lorsque on get ces valeurs. Alors, je ne sais pas si aussi on peut avoir le souci lorsqu'on veut enregistrer et que le type n'est pas correct, mais je vais devoir revoir ça avec la librairie pour me rassurer que tout est correct. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre cette erreur ici. Maurice, je ne sais pas si tu as aussi des questions. Mais sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être ce dont je n'ai pas parlé, c'est StackNet Dart, donc l'outil Dart de StackNet. C'est un peu semblable à l'outil qu'on est en train d'utiliser. Et il y avait un développement actif sur cet outil pour permettre de le rendre plus mature. Et je pense qu'il a assez évolué. Donc, si vous faites du Flutter ou du Dart, vous voulez faire, par exemple, un wallet, une application mobile wallet qui va permettre aux gens d'échanger, par exemple, de l'argent ou bien leurs assets, notamment les propriétés comme les parcelles ou les droits d'auteur et tout. Vous pouvez utiliser, par exemple, StackNet.js. Il y a également StackNet pour Rust, le client StackNet RS. Il y en a pour Python, il y en a pour C++, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs clients que vous pouvez utiliser. Et donc, la logique reste la même. Rassurez-vous que vous avez le ABI dans le langage que vous allez utiliser. Je me rappelle, pour Solidity, par exemple, lorsqu'on travaille à Java, on va générer une structure, une sorte d'ABI, mais qui est compatible avec Java et qu'on va utiliser dans son programme. Donc, c'est un peu ça la logique. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres blockchains. Et comme je l'ai dit encore une fois, la logique de la blockchain ne vient pas de façon rapide lorsqu'on est habitué aux autres types de bases de données, mais avec les exercices, l'expérimentation et le temps, on arrive à comprendre comment ça fonctionne, comment enregistrer les données, comment obtenir ces données. Et voilà, on peut créer des applications. Donc, voilà un peu. Je pense aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, c'est la dernière session de StackNet Weekend pour cette série.
Je vais communiquer d'autres programmes sur comment sera la suite après cette série. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Merci.